Merci de nous rejoindre sur Lumière du Monde Télévision pour votre rendez-vous de l'actualité africaine et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À présent, les titres. La liste des candidats à la présidentielle sénégalaise du 25 février sera connue demain, samedi 20 janvier 2024. Elle sera dévoilée par le Conseil constitutionnel. Ousmane Sonko et Karim Wade seront situés sur leur participation à cette élection. En République démocratique du Congo, l'opposition appelle à manifester demain samedi, jour de l'investiture du président Antoine Tshisekedi, élu pour un deuxième mandat. L'opposition dit ainsi protester contre sa victoire. Et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN opérera à compter de la semaine prochaine le plus important exercice militaire de son histoire. Un exercice censé entraîner à nouveau l'organisation sur fond du conflit en Ukraine. Les détails dans votre journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Au Sénégal, les regards sont tournés vers le Conseil constitutionnel qui étudie les recours pour publier la liste définitive des candidats à la présidentielle du 25 février prochain. Des recours qui visent notamment les plans B des candidats Ousmane Sonko et Karim Wade. La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle doit être publiée au plus tard demain, samedi 20 janvier 2024. Et toujours au Sénégal, le président Macky Sall a inauguré officiellement le BRT, le bus rapide transit. Ce bus roulera sur ses propres voies de la banlieue de Dakar jusqu'au centre-ville. Cette ligne fonctionne à 100% à l'énergie renouvelable, financée à hauteur de 640 millions d'euros. Le BRT transportera 300 000 personnes par jour. C'est le projet phare du second mandat. Le président Macky Sall a sans surprise mobilisé les grands moyens pour son inauguration. Le bus rapide transit lancé en grande pompe avec un spectacle son et lumière pour clore une longue journée de festivités. Le BRT nous conforte dans la nouvelle ère de révolution des transports de masse qui règle les difficultés d'aujourd'hui et anticipe sur les problèmes de demain. Le BRT va diviser par deux le temps de trajet entre la banlieue de Dakar et le centre-ville. Les bus roulent sur des voies dédiées et devaient transporter jusqu'à 300 000 personnes par jour. Le projet se veut vert, les véhicules sont électriques et les 23 stations sur le tracé sont alimentées à l'énergie solaire. Nous économisons à travers ce BRT 59 000 tonnes de CO2 par an. C'est extrêmement important. Sur les 30 ans de vie, nous serons à plus de 1 800 000 tonnes de CO2. C'est quasiment 260 000 véhicules économisés à Dakar en termes de production de pollution. La région de Dakar, qui compte près de 4 millions d'habitants, devrait voir sa population doubler en 2040. Selon cette géographe, le BRT à lui seul ne réglera pas le problème de la mobilité urbaine à Dakar. Quand on est dans des projections de 7 à 8 millions d'ici 15 à 20 ans, ça devient problématique. C'est bon de proposer des solutions techniques, mais il faut aller tout simplement vers un décongestionnement de Dakar. Les Dakarois vont cependant devoir attendre quelques semaines avant de pouvoir utiliser le BRT. Les autorités annoncent une entrée en service à partir du mois de février. La 42e session extraordinaire de l'IGAD, l'Intergovernmental Authorities on Development, traduction française, l'autorité intergouvernementale pour le développement, était en conclave hier jeudi 18 janvier en Ouganda. Le différend entre la Somalie et l'Éthiopie et la guerre au Soudan était au menu de cette rencontre. Le différend entre la Somalie et l'Éthiopie était au menu de la réunion des dirigeants de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est, jeudi à Entebbe en Ouganda. Les autorités somaliennes ont dénoncé début janvier l'accord entre le Somaliland et l'Éthiopie pour un accès d'Addis Abeba à la mer Rouge, qu'elles considèrent comme une agression. Les chefs d'État ont appelé au respect de la souveraineté de la Somalie tout en invitant Mogadiscio et Addis Abeba au dialogue. Autre sujet abordé par les dirigeants de l'IGAD, la guerre au Soudan. Depuis maintenant 9 mois, les combats opposent l'armée aux paramilitaires dans ce pays. À Entebbe jeudi, les dirigeants de l'IGAD ont appelé les deux parties à se rencontrer dans un délai de 14 jours,
Khartoum y voit une violation de sa souveraineté et a pris ses distances avec l'organisation. La convocation dans un délai d'un mois d'un processus contrôlé et dirigé par les Soudanais en vue de la mise en place d'un gouvernement démocratique dans leur pays a aussi été évoquée. Moïse Katumbi et Martin Fayulu, deux leaders de l'opposition congolaise et candidats malheureux à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, ont appelé leurs électeurs à manifester pour contester les élections présidentielles demain samedi 20 janvier, jour de l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi, élu à la tête du pays pour un second mandat. Moïse Katumbi et Martin Fayulu, deux candidats à l'élection présidentielle de décembre en République démocratique du Congo, ont émis un appel à manifester samedi, jour où le président Félix Tshisekedi doit prêter serment pour un second mandat. Bien que le président Tshisekedi et son parti aient remporté de manière écrasante les élections générales du 20 au 24 décembre, le scrutin a été entaché par des allégations généralisées de fraude, des lacunes logistiques et des perturbations. Les deux leaders de l'opposition ainsi que d'autres avaient demandé la tenue d'un nouveau scrutin, une requête rejetée par les autorités. Cependant, ils ont choisi de ne pas contester légalement le résultat devant la Cour constitutionnelle. Les répercussions de cet appel à manifester risquent d'aggraver l'instabilité au Congo, le troisième producteur mondial de cuivre et le premier producteur de cobalt, un élément clé des batteries des véhicules électriques. Mardi, la police a dispersé une petite manifestation à Kinshasa, dans la capitale, contre les résultats provisoires des élections législatives qui ont indiqué que le parti UDPS de Tshisekedi avait remporté 69 sièges au Parlement, le plaçant devant plus de 40 autres partis. En Ouganda, à la veille d'une grande manifestation de l'opposition pour dénoncer l'état des routes dans le pays, Bobi Wine, la star de la pop devenue homme politique et tête de file de l'opposition, a vu, selon lui, son domicile encerclé par les forces de l'ordre, le plaçant ainsi à résidence surveillée. D'autres figures de l'opposition ont également été empêchées de quitter leur domicile. La manifestation dénommée « Arranger nos routes » s'est tenue tout de même. Bobi Wine, le leader de l'opposition ougandaise et ancien candidat à la présidence, a dénoncé jeudi les agissements des forces de l'ordre qui, selon lui, ont encerclé sa maison avant de le placer en résidence surveillée en prévision d'une manifestation. La star de la pop, devenue homme politique, et d'autres opposants avaient prévu des manifestations ce jeudi contre le mauvais état des routes en Ouganda, qui accueille deux grands sommets ce mois-ci. Comme Bobi Wine, l'ancien candidat à la présidence Kizza Besigye du parti d'opposition Forum pour le changement démocratique a lui aussi indiqué qu'il n'avait pas été autorisé à quitter son domicile. Toutefois, la manifestation baptisée Arranger nos routes a bel et bien eu lieu. Bobi Wine a d'ailleurs publié plusieurs vidéos sur son compte X montrant ses partisans planter des bananiers dans divers nids de poules de Kampala. Pas plus tard que le 15 janvier, l'opposant avait accusé le gouvernement d'arrêter des sans-abri et de raser des milliers de petits commerces avant la tenue de la conférence des non-alignés, qui sera suivie d'une réunion du groupe G77 plus Chine. Et aux Comores, une personne a été tuée et 5 autres ont été blessés dans des heurts qui ont suivi l'annonce de la victoire du président sortant, Azali Assoumani, à la présidentielle du 14 janvier dernier. L'opposition a réclamé l'annulation du scrutin, estimant qu'il avait été émaillé de fraude. Devant l'hôpital Maharouf, des familles de blessés attendent. À l'intérieur, le docteur Djabir Ibrahim est au pas de charge. Après les affrontements de ces derniers jours, de nombreux manifestants ont été reçus dans son service. Certains sont grièvement blessés et un jeune de 21 ans a été tué. Il y a un mort, comme vous venez de le dire, un traumatisme crânien grave, probablement par balle. Des affrontements sporadiques continuent dans le centre de Moroni, sous une pluie battante. Véhicules calcinés, routes bloquées, la capitale des Comores prend des airs de ville fantôme. La connexion Internet est partiellement interrompue, les commerces sont fermés, la majorité des habitants restent cloîtrés chez eux. Seuls certains manifestants osent encore sortir dans la rue.
Nous nous battons depuis 24 heures. Nous avons commencé à nous battre hier à 10 heures. Nous ne comprenons pas comment ces élections se sont déroulées. Nous ne sommes pas d'accord avec les résultats. Plusieurs arrestations ont eu lieu, mais aucun détail n'a été rendu public. L'opposition continue d'appeler à l'annulation du scrutin. Elle dénonce des incohérences et des fraudes. Je salue le courage de ces jeunes qui ont manifesté leur mécontentement et qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Pourquoi? Parce que la CENI a publié des résultats qui ne sont pas conformes à la réalité des choses. Et que malheureusement, les autorités, au lieu de trouver une solution, mais ils ont fait descendre l'armée pour réprimer ces jeunes. Dans un communiqué, les candidats de l'opposition appellent à une mobilisation ce vendredi. L'ONU, quant à elle, appelle au calme et exhorte les autorités à protéger le droit de manifester. En Haïti, le quartier de Solino, dans le sud de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, ainsi que d'autres zones sont en proie à la violence des gangs depuis le dimanche 14 janvier. Jeudi, des témoins ont affirmé que plusieurs personnes avaient été tuées. La situation s'aggrave de jour en jour pour les Haïtiens vivant à Port-au-Prince. À mesure que les gangs étendent leur contrôle sur la capitale, les habitants sont contraints de trouver un nouvel endroit où vivre. Des bandes armées ont pris ma maison. Je m'étais réfugiée dans un autre quartier, mais ils l'ont également pris d'assaut. Une balle m'a traversé la main. Un ami m'a donné un peu d'argent pour acheter ses comprimés, mais à part ça, je n'ai personne d'autre pour m'aider. C'est la panique dans les quartiers de Solino et Delmas 24 au sud de Port-au-Prince. Si Solino tombe, les résidents craignent que d'autres zones plus épargnées passent aussi sous le contrôle des gangs. Ils ont érigé des barricades dans l'espoir d'éloigner les hommes armés. Dans toute la ville, les habitants appellent désespérément au changement. Ils sont nombreux à estimer que le gouvernement n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. La République tout entière doit se lever pour que le Premier ministre prenne des mesures. Nous voulons des élections sans violence. Cela fait 3 ans qu'Ariel Henry est au pouvoir et la population a été assassinée, kidnappée et appauvrie. Aujourd'hui, la population dit stop. Nous n'en pouvons plus. Nous pensons que tous les Haïtiens doivent s'unir pour se débarrasser d'Ariel Henry. Le Premier ministre Ariel Henry assure l'intérim depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. De nouvelles élections présidentielles sont censées avoir lieu, mais aucune date n'a pour le moment été fixée. Pour lutter contre les gangs, les Nations Unies ont donné en octobre leur feu vert à l'envoi de forces de police supplémentaires en Haïti. Pour l'heure, la venue de cette mission multinationale menée par le Kenya se fait toujours attendre. Crise Israël-Hamas. Poursuivre la guerre à Gaza contre le Hamas jusqu'à la victoire finale. C'est le discours tenu par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou suite à la proposition de la Maison-Blanche de la création d'un État palestinien. Une solution qui nuirait à la sécurité d'Israël selon Netanyahou. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait part aux États-Unis de sa détermination à poursuivre la guerre à Gaza jusqu'à la victoire totale. Cette annonce est intervenue alors même que des voix plaident pour la renaissance de la solution à 2 États qui n'a que trop duré. Mais Netanyahou reste inflexible et s'engage à poursuivre le conflit dans l'enclave palestinienne. Dans tout accord futur, Israël a besoin d'un contrôle de sécurité sur tout le territoire à l'ouest du Jourdain. Il s'agit d'une condition nécessaire qui intègre le conflit avec l'idée de souveraineté. Je dis cette vérité à nos amis américains et j'ai également mis un terme à la tentative de nous imposer une réalité qui nuirait à la sécurité d'Israël. Jeudi, les rassemblements à Tel Aviv ont marqué le premier anniversaire de Kefir Bibas, le plus jeune otage encore détenu à Gaza, avec ses frères et sœurs et leurs parents. Entre-temps, les médicaments qui devaient être livrés aux otages seraient entrés dans la bande de Gaza. L'accord a été négocié par le Qatar et la France en échange de l'autorisation donnée par Israël de fournir davantage de médicaments aux habitants de l'enclave palestinienne.
Le plus important exercice militaire de l'OTAN depuis des décennies qui impliquera 90 000 soldats de l'Alliance va s'étaler sur plusieurs mois à compter de la semaine prochaine, a déclaré le jeudi 18 janvier le commandant suprême des forces alliées en Europe, le général américain Christopher Cavoli, au cours d'une conférence de presse à Bruxelles où siège l'OTAN. L'OTAN n'avait pas procédé à de telles manœuvres depuis 1988. L'Alliance Atlantique vient d'annoncer la mobilisation de 90 000 soldats pour un exercice militaire d'ampleur. Une opération qui impliquera aussi une cinquantaine de navires de guerre, 80 avions et 1100 véhicules de combat. L'opération Steadfast Defender 24 sera une démonstration claire de notre unité, de notre force et de notre détermination à nous protéger les uns les autres, à protéger bien sûr nos valeurs et l'ordre international. L'exercice aura lieu de l'Atlantique jusqu'au flanc est de l'OTAN et simulera une guerre contre un adversaire de taille comparable. Il est bien sûr question de la Russie, à laquelle les Alliés envoient un message. C'était aussi effectivement un signal envoyé après bientôt 2 ans de guerre, de montrer que la détermination de l'OTAN reste entière, détermination pour protéger bien sûr les pays membres de l'Alliance Atlantique, mais de montrer à Moscou qu'il n'est pas question que Moscou s'engage dans une aventure militaire, notamment à l'égard, par exemple, des pays baltes, de la Finlande ou voire de la Pologne. L'exercice militaire devrait commencer dès la semaine prochaine et se terminer en mai prochain. De quoi rassurer peut-être Volodymyr Zelensky quant au soutien continu de l'Occident. Depuis le Forum économique de Davos mardi dernier, le président ukrainien avait appelé à de nouvelles aides militaires et financières. Alors que l'Ukraine va entrer dans sa 3e année de guerre avec la Russie, la France a annoncé le jeudi 18 janvier le lancement d'une coalition d'artillerie chargée d'organiser et de pérenniser le soutien des alliés de Kiev, dont l'objectif est de renforcer les livraisons en munitions de l'armée ukrainienne. Paris annonce le lancement d'une coalition d'artillerie des alliés de l'Ukraine. L'objectif est de renforcer les livraisons des munitions dont l'armée ukrainienne dit cruellement manquer. La France devrait également livrer à l'Ukraine dans les prochaines semaines 6 canons automoteurs César dont les délais de fabrication sont passés de 3 ans à 18 mois. Paris se propose de débloquer une enveloppe de 50 millions d'euros pour fabriquer 12 canons César supplémentaires. Selon le ministre français de la Défense, les capacités de production des munitions pour l'Ukraine ont également été accélérées. The reality of this war is that Russia is significantly outnumbering us in daily artillery attacks. Shortage of ammunition, shell hunger is a very real and pressing problem that our armed forces are facing at present. We need to find a way to address this together. Increasing our artillery capability will increase our security. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, estime que fin janvier, Paris devrait fournir chaque mois à l'Ukraine 3000 obus de 155 mm contre 1 millier en avril 2023. Un mot de religion pour terminer ce temps d'information. Haïm Korsia, grand rabbin de France, a pris part à une rencontre promouvant la paix en Israël et au Proche-Orient, organisée par l'Organisation pour les droits des églises et des chrétiens ODEC. Le rassemblement s'est tenu à la salle Gaveau à Paris le 18 janvier. L'ODEC est une association créée en 2021, basée à Massieu en région parisienne. Elle indique défendre le respect des droits des églises et des chrétiens, mais aussi les droits des pasteurs des lieux de culte, les organismes et médias chrétiens, ainsi que les droits des écoles chrétiennes et de toute personne aux structures persécutées avec un lien de sa foi chrétienne. Et voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à partir de 18h30 pour une nouvelle édition de votre journal. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.